Et c'est l'heure à présent de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on va commencer avec la Syrie, Alep, que le régime est en passe de reconquérir. Fin de partie à Alep, où s'est déroulée la bataille la plus décisive de la guerre en Syrie, annonce The Washington Post, qui se souvient comment les choses avaient commencé à Alep à l'été 2012. À ce moment-là, les rebelles étaient au zénith de leur révolution, encore jeunes et idéalistes contre Bachar el-Assad. 4 ans et demi et des centaines de milliers de morts plus tard, ces troupes s'apprêtent à reprendre la ville et à proclamer la fin d'une époque pour la rébellion, comme le montre cette photo prise hier de soldats qui font le V de la victoire en passant à côté d'habitants fuyant les combats. Parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants, comme cette petite fille aux bottes en caoutchouc rouge qui tient la main d'un jeune garçon. D'après des témoignages de militants et de rebelles dont fait état de Daily Beast, des exécutions de masse auraient commencé à Alep où des enfants auraient été brûlés vifs dans l'avancée des troupes d'Assad et de ses alliés iraniens et russes, tandis que plusieurs femmes auraient préféré mettre fin à leur jour plutôt que d'être violées. Le site américain rapporte également que l'ONU a annoncé hier avoir établi que les pro-Assad ont exécuté au moins 82 civils, dont 11 femmes et 13 enfants, dans des quartiers d'Alep-Est repris aux rebelles, où l'UNICEF a aussi évoqué, Pauline, la présence d'une centaine d'enfants non accompagnés dans un immeuble lourdement bombardé. The Independent évoque ce matin la responsabilité des Occidentaux dans ce qui se passe à Alep et ailleurs d'ailleurs en Syrie. Les pays occidentaux, y compris le Royaume-Uni, devront assumer leur part de responsabilité pour la politique abjecte qui a contribué à la souffrance de dizaines de milliers de civils, accuse le journal, qui ajoute: Assad a maintenant l'ennemi qu'il a toujours voulu, mais cela ne signifie pas que le bain de sang va s'arrêter. Les pays du Golfe, emmenés par l'Arabie Saoudite et le Qatar, ont largement financé la rébellion sunnite contre le régime et il est peu probable qu'ils resteront les bras croisés pendant que l'Iran chiite étend son influence dans une Syrie dirigée par un alawite, je cite, encore plus de violence, d'instabilité et de misère, tel risque d'être l'amère récolte d'Alep, prévient The Independent. Le Kremlin, lui, reste de marbre face aux accusations qui sont portées contre lui, selon The Moscow Times, qui rapporte que le ministre de la Défense russe a déclaré hier tous ces cris théâtraux, soi-disant au nom des 250 000 civils qui restent à Alep, surtout ceux poussés par le gouvernement britannique et ses collègues français, ne sont que du vent de la russophobie, je cite. Et il se proclame, lui, russophile et il est en train de mettre la dernière main à son gouvernement. On parle bien sûr de Donald Trump. Selon The New York Times, le président élu américain a nommé hier le PDG d'ExxonMobil au secrétariat d'État, l'équivalent du ministère français, du ministère des Affaires étrangères. Un poste où il aura toute latitude pour œuvrer contre les sanctions américaines imposées à la Russie, avec laquelle il a cherché à faire avancer plusieurs accords gaziers et pétroliers, selon le journal, qui explique que c'est précisément cette hostilité aux sanctions qui heurte plusieurs élus du Parti démocrate, mais aussi du Parti républicain, dont l'orthodoxie est anti-Kremlin depuis des décennies. The New York Times relève toutefois que la nouvelle de sa nomination a été bien accueillie, en revanche, par plusieurs personnalités républicaines de premier plan. L'ancien vice-président Dick Cheney, les anciens secrétaires d'État James Baker et Condoleezza Rice et l'ancien ministre de la Défense Robert Gates. En Europe, la désignation de Rex Tillerson est perçue par The Times comme la manifestation d'une nouvelle ère, la fin de l'ordre ancien. Le quotidien britannique rappelle notamment que le nouveau secrétaire d'État a fait toute sa carrière au sein d'Exxon, la plus grande compagnie pétrolière au monde, souvent présentée comme un quasi-État parallèle, un État dans l'État. Un mot pour terminer du projet du Canada de légaliser le cannabis pour les adultes. D'après The Financial Times, le groupe de travail qui a été désigné par le gouvernement pour étudier la question de la légalisation du cannabis, dont le rapport a été remis hier, recommande de fixer un âge minimum de 18 ans et suggère que la distribution en gros du produit soit réglementée au niveau local par les provinces et les territoires. Les experts ne suggèrent pas de prix au détail, mais préviennent que le gouvernement qu'il faudra trouver un équilibre entre un prix trop bas qui encouragerait la consommation et un prix trop élevé qui inciterait les consommateurs à se tourner vers le marché illicite. En réalité, estime The Globe and Mail, le rapport en question soumet la production et la consommation du cannabis à tant de limitations et de conditions que c'est comme s'il cherchait à l'interdire, notamment auprès des plus gros consommateurs que sont les 18-25 ans. Merci beaucoup Hélène.